À côté d'elle, Ibrahim et Skoura ne disaient rien. Ils ne la regardaient pas. Mais chaque scène qu'elle évoquait éveillait en eux le souvenir d'autres scènes semblables. Celle en particulier qui, après les avoir beaucoup gênés à l'époque, était maintenant un de leurs bons souvenirs. Ils étaient descendus à la rivière pour y ramasser des olives. Mais un petit soleil printanier les invitait à toutes les paresses. Ils firent le tour de l'oliveraie, s'attardèrent çà et là, s'enlacèrent sous les buissons. Ils se disputèrent enfin à qui boirait le premier à la source du bas. Nul ne voulant céder, ils finirent par boire en même temps, joue contre joue, à même l'eau courante. C'est dans cette position que Titem les surprit. Ces choses-là, la mère d'Ibrahim avait dû les connaître aussi, du temps qu'elle était jeune. Mais elle est aisée. Quand ils se séparèrent pour dormir, Ibrahim fit part à sa femme de sa décision. On venait d'ouvrir du côté du Sahara des mines d'où l'on tirait du charbon. Il allait y travailler. Il y resterait 2 ans, 3 ans, davantage si c'était nécessaire. Mais il fallait absolument qu'il revînt avec assez d'argent pour libérer les oliviers d'Alma. Le sud, dit Skoura. Pourquoi le sud? Que m'importe à moi que tu sois riche au Sahara, si tes enfants ici n'ont pas de père? Qui les défendra contre les autres enfants? Qui les mènera au marché le jour de la grande fête? Est-ce moi qui leur apprendrai à devenir des hommes? Skoura, toujours soumise, et qui avait appris à supporter sa misère sans rien dire, retrouva presque le timbre de sa voix de jeune fille, celui qu'elle avait à Tassès. Il fallait partir. Et il allait partir, l'homme. Et elle resterait à la maison, 2 femmes, 2 pauvres femmes sans protecteur. Elles s'assieraient le soir au coin du feu, ruminant leur misère, la mâchant dans leur voix fluette et morte, n'attendant rien, et sans même cette voix de mâle dont les sons rauques étaient un réconfort. Et lui, allait à Alger, un pays arabe, voire à Tunis, au Maroc, passe encore, mais au Sahara. Ah, vaut mieux cette laide misère toute la vie qu'un mois d'exil en pays inconnu. Il la laissait dire et passait de temps à autre sa main sur ses longs cheveux. Il attendait que l'excitation de coups fût passée, mais il ne répondait pas, car il n'avait rien à lui dire qu'elle ne sût déjà. Et moi, dans tout cela, continua-t-elle. D'un geste circulaire, elle désigna la chambre. Comment pourrais-je vivre sans toi? Quand tu ne seras plus là, notre misère me paraîtra horrible. Mon cœur enfantera la peur, et je n'aurai personne pour le calmer. Elle voyait bien qu'elle ne l'ébranlait pas. Elle essaya un autre argument. Dieu seul pourvoit à la vie de ses créatures. C'est lui qui tue, et lui qui fait vivre. Il l'a dit. Oui, mais il a dit aussi qu'il fallait donner prétexte à ses grâces, dit-il, seulement pour dire quelque chose. Alors elle ne dit plus rien et se mit à pleurer silencieusement.
Elle fit plus de dettes en 3 jours qu'il en avait fait en tout jusque-là. C'est qu'on ne sait jamais dans combien de temps on pourra envoyer de l'argent à la maison. Alors, avant de partir, il faut laisser provision de tout. Et puis qui sait si on sera embauché dès l'arrivée. Et tout le temps qu'on ne l'est pas encore, on dépensera sans rien gagner. Il fallait aussi l'argent du voyage. Enfin, il y avait le Mouloud, son fils aîné, qui venait cette année d'avoir sa bourse. Celui-là, Ibrahim était décidé à lui faire continuer ses études. Dût-il lui-même crever à la tâche. C'était assez de lui comme il l'être. Le Mouloud, s'il était instruit, pourrait se débrouiller dans les villes, se défendre contre le caïd, le percepteur, contre tous les chefs de la création, contre tous ceux qui le pressuraient, lui, Ibrahim, sans qu'il ne puisse jamais rien contre eux. Mais où trouvait tant d'argent? Pas chez le chef, naturellement, ni chez Ménèche, car depuis que Kou allaitait Aouda, Asie étant malade, Ménèche pourrait croire qu'Ibrahim lui faisait payer l'allaitement. Mais Dieu le préserve de pareil opprobre. Ibrahim s'adressa à Akli, qui, effrayé à l'idée de débourser une somme aussi forte et convaincu par ailleurs qu'Ibrahim était insolvable, refusa sans ombrage. Le lendemain, cependant, il revint dire qu'il avait réfléchi qu'on ne perdait pas ainsi ses amis pour une question d'argent, qu'au surplus nous étions sur cette terre pour nous aider à supporter cette vie. Un mauvais cadeau de celui qui est là-haut. En réalité, c'était Devda qui, mise au courant, lui avait dit de donner l'argent à Ibrahim. Elle avait même profité de l'occasion pour lui dire que Lethmès lui en demandait aussi, sans intérêt naturellement. Lethmès n'avait rien demandé du tout, mais Devda, qui connaissait sa situation, avait sur le champ imaginé ce moyen de la tirer provisoirement d'affaire. Akli parla à Ibrahim de cet autre effet de sa générosité, mais il omit de dire qu'il avait fait tout cela parce que Devda le voulait. Pour obtenir un laissez-passer, il fallait payer le caïd. Ibrahim s'emporta. C'était illégal et injuste. Sa mère dut le convaincre qu'il ne pouvait rien contre cette vénérable coutume. Encore lui cacha-t-elle que la veille elle avait porté à la femme du caïd sa dernière poule et un panier d'œufs. Il partit un matin de novembre, qu'il faisait très froid. Il s'enfuit à l'aube comme un voleur, sans dire au revoir à personne qu'à Akli. Il avait exhumé pour ce voyage un vieux costume européen tout fripé. Il n'avait pas mis depuis des années. La veste était trop ample, le pantalon trop étroit. Il n'avait pas de cravate, parce qu'il n'avait jamais su comment on attachait cette ficelle autour du cou. Dans une grande valise, qui avait été belle, il mit ses autres effets et des provisions. Elle était bourrée, cette valise, à craquer. Assise auprès du feu, qu'elle attisait sans cesse, Titem égrenait son chapelet. Il n'y a de Dieu que Dieu. De temps à autre, un index s'arrêtait sur un des grains et Titem, de son œil doux de vieille, fixait les flammes du foyer. Puis elle s'éveillait brusquement de son rêve et reprenait « Il n'y a de Dieu que Dieu ». Skoura, elle, ne savait pas par où commencer. Elle montait dans la chambre du haut, en descendait aussitôt après, essuyait les larmes de ses yeux, voulait absolument qu'Ibrahim reprît 3 fois ce café qu'elle avait gardé depuis longtemps pour les grandes occasions.
Au moment où il allait partir, elle se rappela qu'il avait oublié son mouchoir à carreaux, le chercha partout, ne le trouva pas. Elle le découvrit finalement dans la valise. Ibrahim n'arrivait pas à s'arracher à tout cela, à ces murs noircis par la fumée depuis qu'on ne pouvait plus se payer de chaux pour les blanchir, au bruit du chapelet de cette vieille toute ridée dans sa grande robe de laine, aux larmes de cette vieille femme avant l'âge et qui avait été jolie. Finalement, tout ce remue-ménage réveilla les enfants, qu'on avait pris soin de laisser dormir pour qu'ils ne voient pas le départ de leur père. Au fond, Ibrahim n'était pas fâché qu'ils se fussent tous éveillés. Skoura voulut coucher les plus petits. Mahamar se mit à vociférer tant que le pouvait sa petite voix. Heureusement, on avait la veille rendu Aouda à Asie, maintenant rétabli. Ibrahim sentait que s'il s'attardait encore parmi eux, il allait s'attendrir. Il prit brusquement sa valise, sauta dehors, et fit sous le froid pour se donner une contenance, et disparut, vite happé par l'obscurité. Avant de tourner au coin de la mosquée, il perçut le bruit confus de deux voix, l'une d'homme, l'autre de femme. Il toussa. Les voix se turent. Il entendit un frottement de soie, un cliquetis de bijoux, rapide, sonore, comme de quelqu'un qui fuit. Dès qu'il tourna le coin, Ibrahim fut pris dans le projecteur d'une pile. Ensuite la lumière s'éteignit. Il fut un instant ébloui, puis une voix sortit de l'ombre. « Bonjour Ibrahim, tu t'en vas ?» Il reconnut la voix de Ménèche. « Oui, dit-il. Toi-même, ta permission est terminée, à ce que je vois. Nous allons donc faire route ensemble jusqu'à Alger. » Au grand étonnement d'Ibrahim, Ménèche était seul, et sa voix tremblait, comme s'il était très ému. Ce matin, Ménèche s'était levé avant l'aube. Il avait préparé tous ses bagages la veille. Il aurait voulu ne voir personne, pas même son père et sa mère. Il allait dans la maison, les pieds nus, pour ne pas réveiller tout le monde. Il chauffa lui-même son café. Seul. Il voulait être seul, partir seul. Parce qu'à Tesga, maintenant, il n'avait plus personne, et plus rien. C'est du reste pourquoi il se mettait en route dès aujourd'hui. Sa permission n'expirait que le lendemain matin, mais il ne voulait pas subir Moddour tout le long du voyage. Il ne lui avait même pas dit qu'il partait. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.